Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire D'Amato. Le 31 mars 2003, Chantal D'Amato et sa fille Audrey sont sauvagement assassinés dans leur maison de Meyrargues, près d'Aix-en-Provence. Le meurtrier les a ligotés, puis égorgés, avant de mettre le feu à la villa. S'agit-il d'un crime crapuleux ou bien d'une vengeance plus personnelle ? Pendant plus d'1 an, les gendarmes cherchent le coupable, en vain, jusqu'à ce qu'une autre agression, commise à quelques kilomètres de là, les mette enfin sur la piste d'un suspect. L'affaire D'Amato, un podcast inédit de Chroniques criminelles. Meyrargues, dans le sud de la France, un village médiéval de 4000 habitants où la vie s'écoule paisiblement. On est à la périphérie d'Aix-en-Provence, à une vingtaine de kilomètres d'Aix-en-Provence. Patrice Reviron, avocat des parties civiles. Un petit village provençal, on s'approche un peu des Alpes, mais enfin on n'y est pas encore. C'est une commune résidentielle principalement. Olivier Robert, journaliste au Nouveau Détective. Il se passe pas grand-chose, la vie est paisible. C'est dans ce quartier résidentiel en périphérie du village que vivent Chantal, 53 ans, et sa fille, Audrey, 24 ans. Après une déception sentimentale, la jeune femme est revenue vivre chez sa mère 1 an plus tôt. Elles vivaient ensemble dans une petite maison où chacune avait sa chambre. Elles n'engendraient pas la tristesse toutes les deux. Jean-Claude Belkessam, frère de Chantal. C'était qu'un sourire. Chaque matin, mère et fille prennent leur petit déjeuner ensemble avant de partir travailler. Chantal est employée à la mairie d'Aix-en-Provence et Audrey est secrétaire dans une société de cars. Mais ce lundi 31 mars 2003, au centre d'action sociale où travaille Chantal, ses collègues s'inquiètent. Une de ses secrétaires est venue me voir en me disant que Chantal n'était pas arrivée. Christine Maréchal, meilleure amie de Chantal. Donc j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Je téléphone sur le fixe, j'ai téléphoné sur le portable plusieurs fois et elle ne me répondait pas. Christine est la collègue mais aussi la meilleure amie de Chantal et elle sait que cette absence n'est pas normale. Depuis 10 ans que Chantal travaille ici, elle est réputée pour son sérieux et son professionnalisme. Elle était ponctuelle, très ponctuelle au travail et elle aurait averti, même si elle avait été malade, elle m'aurait appelé ou elle aurait appelé aussi son travail. Christine a un mauvais pressentiment. Elle est persuadée qu'il est arrivé quelque chose à son amie. Alors elle appelle son compagnon, sa famille, mais personne n'a de nouvelles. Elle décide de se rendre à son domicile où elle est rejointe par le frère de Chantal. J'arrive, il y avait les gendarmes, il y avait un camion de pompiers. Je m'approche de la maison et là, on m'a interdit, on m'a demandé qui j'étais. Moi, j'ai dit que j'étais le frère de la dame qui habitait là, quoi, Chantal. Et donc, ils m'ont dit, asseyez-vous. Il m'a dit, il y a eu le feu à la maison. Bon, sur le coup, je tombe de haut parce que bon, je ne comprenais pas quoi, un incendie. Comme la petite Audrey fumait, je me suis dit, bon, bien qu'elle fumait jamais à l'intérieur de la maison, qu'elle sortait toujours fumer à l'extérieur. Donc je me suis imaginé qu'elle avait peut-être fumé dans sa chambre. La maison est entièrement verrouillée. Porte fermée, volets tirés et de la fumée s'échappe de l'une des fenêtres. Les pompiers forcent l'un des volets et pénètrent dans le pavillon. On avait un incendie qui était étouffé.
qui n'attendaient que de l'oxygène pour se réactiver. Et quand ils vont briser la fenêtre d'une des chambres, là, on va avoir un retour de flamme et un embrasement massif. Les pompiers demandent du renfort. Dès que le feu le permet, ils pénètrent dans la maison. Leur priorité, vérifier qu'il n'y a pas de victimes. Et ils vont faire une découverte abominable. On va s'apercevoir que dans une première chambre, il y a une femme qui est morte, manifestement pas dans des conditions normales puisqu'elle est attachée sur son lit. Elle a les mains attachées et ligotées dans le dos. Capitaine Daniel Bianco, directeur d'enquête. Elle est ligotée également au niveau des chevilles et des genoux. Elle présente une plaie d'égorgement de 13 cm. Donc on se rend compte qu'elle a été littéralement égorgée. Cette femme, c'est Chantal. Elle a été tuée d'une façon épouvantable. Elle a été ligotée avec du scotch et assassinée. Les pompiers sont encore sous le choc quand ils font une deuxième découverte dans la pièce d'à côté. Dans une autre chambre, on va retrouver malheureusement le corps de sa fille qui est là aussi attaché. Elle est ligotée au niveau des poignets, des genoux, de la même façon que sa maman. Sauf que la particularité, c'est que là, elle est ligotée avec du câble électrique. Ce deuxième corps, c'est celui d'Audrey, la fille de Chantal. Elle aussi a été sauvagement assassinée. Des scènes de crime, les gendarmes ont l'habitude d'en voir. Mais là, ce n'est pas un meurtre ordinaire. 2 femmes, ligotées, torturées, une maison au feu. Ils ont rarement vu cela. Il leur faut maintenant annoncer la nouvelle aux proches de Chantal, notamment à Jean-Claude et Christine, qui attendent à l'extérieur. Bon, d'abord, il est venu, je pense, un officier de gendarmerie. Et il a fait un signe de tête. Et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Il m'a dit qu'effectivement, il y avait 2 corps à l'intérieur et que c'était sans doute une mort par arme blanche. Alors là, je crois que là, le ciel, je crois qu'il m'est tombé sur la tête d'un coup. Et ça a été très dur pour moi d'apprendre qu'elles étaient décédées toutes les 2. Ah ben moi j'ai perdu une sœur, une amie. Voilà, donc c'est très difficile de vivre tous les jours comme ça. Je n'arrive pas à penser qu'un être humain puisse faire ça. Puisse en arriver à tel acte de barbarie sur un autre être humain, quoi. De femme. Ça passe pas, quoi. Pour la famille, les amis, la vérité est intolérable. À l'intérieur de la maison, les gendarmes, eux, commencent leur enquête. Il est impossible de douter que ce soit une scène criminelle. Patrice Reviron, avocat des parties civiles. Dans la mesure où on a 2 femmes qui sont retrouvées attachées, les pieds et les mains, une avec du câble électrique, l'autre avec du scotch entouré au niveau des pieds et des mains. On se rend compte qu'effectivement, les auteurs ont manqué de scotch pour pouvoir continuer à la ligoter la victime et donc ont arraché un câble téléphonique pour permettre de la neutraliser complètement. Ce qui frappe immédiatement les enquêteurs, c'est l'acharnement avec lequel le tueur s'en est pris à Audrey, la fille de Chantal. Il va lui infliger de très nombreux coups de couteau sur le visage notamment, sur les joues et au niveau du cou. Il va pointer des dizaines de coups sur le visage. Elle présente exactement 29 traces de coups de couteau. Et il va aller jusqu'au bout. Olivier Robert, journaliste au Nouveau Détective.
C'est-à-dire qu'à la fin, il va donner 4 coups fatals qui vont tuer Audrey. C'est un acte de torture, c'est de la torture. Les médecins légistes examinent les corps. Les 2 femmes sont toujours habillées et ne semblent pas avoir été violées. A priori, les gendarmes écartent la piste du crime sexuel. Et ils font une deuxième constatation. En examinant la maison, ils remarquent que rien n'a été dérangé. Les bijoux, la hi-fi, rien n'a disparu. Alors rapidement, ils écartent aussi l'hypothèse du cambriolage qui aurait mal tourné. Mais alors, pourquoi ce crime barbare ? Pour le moment, les enquêteurs n'en ont pas la moindre idée. Et ils se retrouvent vite confrontés à un problème. Le tueur ne semble avoir laissé aucune empreinte, aucune trace, rien. Les enquêteurs trouvent un rouleau de scotch, et un rouleau de scotch, c'est un nid à empreinte, un nid à traces, à indices. Et quand ils l'analysent, ils ne trouvent rien. Il avait son couteau, puisqu'on ne l'a pas retrouvé. Il était certainement vêtu de manière à ne pas laisser de traces. Et les gendarmes voient rarement ça, une telle maîtrise sur une scène de crime. Même les instruments que l'auteur a utilisés, il n'y a pas d'empreinte dessus. Pour parfaire son crime, le tueur a même pris une précaution supplémentaire. Il va essayer de supprimer toute trace de son double crime en actionnant le gaz de la gazinière et en faisant des départs de feu. On découvre 5 traces de mise à feu dans chacune des chambres, une dans la bibliothèque, dans la cuisine et sur un étendoir où était du linge qui séchait. L'idée, évidemment, c'était de provoquer un incendie massif et d'effacer toute trace qui permette de relier éventuellement l'auteur des faits au crime. Pour les gendarmes, cet incendie complique sérieusement leur affaire. Ils le savent, la suie efface toute empreinte ou toute trace ADN. Décidément, l'enquête s'annonce difficile, d'autant qu'ils sont confrontés à une énigme. Toutes les issues de la maison sont fermées de l'intérieur, alors ils se demandent comment le meurtrier a bien pu s'échapper. À ce stade, les enquêteurs sont persuadés d'avoir affaire à un professionnel du crime, un assassin qui a pensé à tout. Ou presque, car il a commis une erreur. Si son plan avait marché, la maison aurait été qu'un brasier. Heureusement, c'est ce qui ne s'est pas produit parce que quand il a allumé le gaz, il y avait presque plus de gaz dans la bouteille de butane. Et quand il va quitter cette maison, il va refermer un volet roulant qui va hermétiser complètement la maison, ce qui fait que le feu n'aura pas suffisamment d'oxygène pour être intense. Le meurtrier a voulu trop bien faire. En fermant toutes les issues, il a involontairement éteint le feu qui devait effacer toutes les traces. Une aubaine pour les enquêteurs. Et il prélève des objets que le tueur a certainement touchés. La veste de Chantal, le fil électrique avec lequel Audrey a été attachée, peut-être y trouveront-ils l'ADN du meurtrier. Pas à pas, l'enquête avance. Les gendarmes résolvent aussi un problème qui les chiffonne depuis le début, la façon dont l'homme est sorti de la maison. C'est en examinant les lieux qu'ils trouvent la solution. Le volet roulant met 15 secondes pour se refermer. Capitaine Daniel Bianco, directeur d'enquête. Ce qui laissait le temps nécessaire à une personne de sortir, tout en actionnant l'interrupteur de manière à ce que le volet se referme après son passage. Il y a un sang-froid incroyable, on est presque dans un plan diabolique, quoi. C'est de plus en plus perturbant pour les gendarmes qui se disent là, on a vraiment affaire à quelqu'un de vraiment pas commun. Les gendarmes sont face à un criminel inhabituel, un individu réfléchi, calculateur et sans scrupules qui leur donne du fil à retordre.
12 heures après le crime, ils n'ont aucune piste. Tous leurs espoirs reposent sur les prélèvements ADN qu'ils ont réalisés. Mais il faut patienter le temps que le laboratoire fasse les analyses. Pour la famille, la journée s'achève comme elle a commencé, dans l'incompréhension la plus totale. L'impression de vivre un cauchemar éveillé. J'ai passé la nuit assis dans mon fauteuil à réfléchir, à gamberger. Jean-Claude Belkessam, frère de Chantal. Mais non, il n'y a rien qui vient à l'esprit, quoi. Il n'y a rien qui vient à l'esprit. Rien. Aucune raison, aucune cause, pourquoi, comment, qui. Bon, complètement abasourdi. Ça a été très traumatisant. Puis je comprenais pas parce que c'était deux personnes tranquilles. Christine Maréchal, meilleure amie de Chantal. Et je n'arrivais pas à m'imaginer comment on avait pu leur faire autant de mal. Et il n'y a pas que la famille qui est effondrée. Dans la région, et particulièrement à Mérargues, ce petit village tranquille, tous les habitants sont sous le choc de ce double meurtre. Bien entendu que ce petit village a été particulièrement bouleversé par cette histoire. Patrice Reviron, avocat des parties civiles. Parce que c'était compliqué pour les gens de se dire que peut-être un des leurs était l'auteur des faits. Tout le monde attend maintenant les résultats de l'enquête. On veut connaître le nom de celui qui a commis un crime aussi atroce. L'enquête est confiée à la brigade de recherche d'Aix-en-Provence. Le lendemain matin, à la première heure, les gendarmes se mettent au travail. Ce double crime est évidemment leur priorité numéro 1. Comme ils n'ont aucune piste, ils vont se plonger dans la vie des deux femmes. Peut-être y trouveront-ils des indices pour remonter jusqu'à l'assassin. Bien, ma sœur était une femme joviale, toujours très rieuse, très pleine d'humour. Elle aimait la nature, elle aimait sortir. Elle aimait bien la randonnée, elle aimait bien marcher. C'est une femme tout à fait ordinaire, avec des goûts très simples. Le week-end, elle le passait avec son compagnon. Quelquefois, il y avait des petites fêtes entre amis, mais c'était toujours son cercle d'amis. Voici les premiers éléments que les gendarmes découvrent. Chantal, la mère, menait une vie stable, sans histoire. Un mariage à 20 ans, 2 petites filles, un métier au centre d'action sociale. Une seule ombre à ce bonheur tranquille. Après, elle a perdu donc son mari très jeune. Donc, elle avait une petite fille de 4 ans et elle était enceinte de 6 mois. Un drame terrible. Mais Chantal remonte la pente. Elle élève seule ses 2 filles et refait sa vie. Depuis 2 ans, elle était avec un nouveau compagnon. La veille de leur mort, elle avait dû voir un terrain et devait faire construire une maison. Elle était très forte dans toutes ses épreuves. Elle a toujours été très très forte et c'est sa nature d'être optimiste. Et donc son optimisme faisait qu'elle avait toujours le sourire, elle était toujours en train de rire. La force de Chantal, ce sont ses filles. Un amour fusionnel. Roxane, l'aînée, a quitté la maison depuis quelques années, mais Audrey, la cadette, vit encore avec elle. Audrey, c'est une jeune fille magnifique, très très jolie, très pleine d'humour, pleine de vie. Voilà, comme une jeune fille de 24 ans, quoi. Voilà. C'était quelqu'un de très attentionné pour sa maman parce que elle appelait souvent sa maman le soir avant de rentrer au travail pour savoir si sa maman avait besoin de quoi que ce soit. Audrey est secrétaire dans une société de transport en commun. Comme sa mère, elle est une employée modèle.
Elle aimait ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle a fait. Elle avait été secrétaire déjà de notre entreprise. Et là, elle se plaisait entièrement dans son boulot. Hein. Et c'est vrai qu'elle avait envie de réussir. D'ailleurs, elle avait eu une promotion. Donc elle en était très fière. C'était le fruit de son travail. Hein. On a vraiment deux femmes qui avaient des profils dans lesquels on n'aurait jamais pu imaginer quoi que ce soit. Et là, on est obligé de se dire qu'il y a eu quelque chose. Les gendarmes ne sont guère avancés. Rien dans la vie de Chantal et d'Audrey n'explique leur fin tragique. Mais un détail les interpelle. Leurs proches sont unanimes sur un point. Les deux femmes vivaient seules, elles étaient prudentes et n'auraient jamais ouvert leur porte à n'importe qui. Alors comment le tueur s'est-il introduit dans la maison ? Les gendarmes se lancent dans une enquête de voisinage. Chantal et Audrey habitaient dans un quartier résidentiel. Quelqu'un a sûrement vu quelque chose, mais ils vont être déçus. Personne n'a été en mesure de nous donner un élément particulier quant à une personne étrangère qui aurait, au lotissement, qui aurait pu être aperçue la veille, l'avant-veille. On ne sait pas comment l'assassin est venu dans ce quartier, comment il est rentré, à quelle heure il est rentré, quand il est ressorti. Olivier Robert, journaliste au Nouveau Détective. Il n'y a pas de témoin, c'est véritablement un double crime parfait. À force de frapper aux portes, les enquêteurs vont finir par obtenir un détail important. On a su, après enquête de voisinage, Capitaine Daniel Bianco, directeur d'enquête. que Chantal avait pour habitude le soir de sortir son caniche. Et que quand elle allait promener son chien, elle ne fermait pas la porte à clé. Et Chantal sortait son chien tous les jours vers 22h. Les gendarmes imaginent que l'homme l'a surveillé les jours précédents et s'est introduit dans la maison à ce moment-là. Mais alors, qui a pu sauvagement agresser et tuer cette mère de famille et sa fille ? Et surtout, pourquoi ? Autant de questions sans réponse pour les gendarmes de Meyrargues. 2 jours après le meurtre, les enquêteurs commencent les interrogatoires. Ils convoquent les amis, la famille. Ils cherchent à savoir si quelqu'un pouvait en vouloir aux deux femmes, un grief, une dispute. Ils cherchent une piste. Et leurs efforts vont payer. Un nom ressort immédiatement. Je connaissais qu'une personne avec qui il y avait eu des problèmes. Son ancien compagnon l'avait quitté et leur séparation avait conduit un peu à une certaine dispute un peu houleuse. C'était quelqu'un d'extrêmement jaloux, donc on pouvait penser qu'il aurait eu aussi un motif de venir ce soir-là. Cette piste intéresse immédiatement les gendarmes. L'homme a partagé la vie de Chantal pendant 1 an et demi, mais leur séparation a été compliquée. Alors peut-être que ce soir-là, il a voulu se venger, ou peut-être une dispute a-t-elle mal tourné. Pour les enquêteurs, le scénario est plausible. L'individu est placé en garde à vue. Mais les gendarmes vont vite déchanter. Le suspect clame son innocence, et même mieux, il a un alibi. Rapidement, il est mis hors de cause puisqu'il a un alibi qui est vérifié, qui tient tout à fait la route. Donc, il n'était pas à Meyrargues et il avait de nombreuses personnes qui témoignaient du fait qu'il était à Marseille. Ce soir-là, le suspect jouait aux cartes à Marseille et tous les autres joueurs ont pu en témoigner. Les gendarmes repartent alors de zéro. 15 jours après la mort des deux femmes, ils sont au point mort. Mais la chance va bientôt tourner. Pendant plusieurs semaines, les gendarmes s'enlisent dans des interrogatoires qui ne donnent rien. Et alors qu'ils commencent un peu à désespérer, les résultats du laboratoire tombent enfin.
Ils ont analysé des éléments prélevés sur la scène de crime et que le tueur a certainement touché. La veste de Chantal, le fil électrique qui a servi à ligoter Audrey, ainsi que le bouton du volet roulant. Et cette fois, les gendarmes vont enfin avoir une bonne nouvelle. Il y a un ADN masculin, qui a été retrouvé à 3 endroits sur la scène de crime. Donc on a vraiment 3 éléments très signifiants dans ce dossier. Patrice Reviron, avocat des parties civiles. Qui permettent de penser que l'ADN que l'on retrouve, c'est l'ADN de l'auteur. Pour la première fois, les gendarmes ont un élément indiscutable entre les mains. Ils sont persuadés que, maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. Ils vont identifier le meurtrier. Pour Jean-Claude aussi, l'espoir renaît. Depuis 3 semaines, il espère que l'on mette la main sur l'assassin. On avait l'espoir que ça aboutisse. L'intérêt, c'est qu'il nous tenait au courant. Jean-Claude Belkessam, frère de Chantal. On n'était pas laissés pour compte. Nous, ça nous a encouragés dans l'espoir de la découverte. Mais cet espoir ne va pas durer. Les gendarmes comparent l'ADN retrouvé sur la scène de crime avec ceux des individus fichés. Et là, ils tombent de haut. Il ne figure pas sur la base de données. Donc cet ADN, on ne sait pas à qui il appartient. Ils ont l'ADN de l'assassin. Ils savent que c'est un homme, mais ils ne savent pas qui c'est. Si l'ADN ne figure pas dans la base de données, cela signifie que son propriétaire, le tueur, n'a jamais été condamné auparavant. Cet ADN peut donc être celui de n'importe qui. Les gendarmes se lancent alors dans une opération d'envergure. Ils relèvent l'ADN de tous les hommes qui ont approché de près ou de loin Chantal et Audrey. Une entreprise colossale. On va prélever plus de 300 personnes. Tout le relationnel, les amis, tous les gens qui sont passés dans cette maison, y compris des artisans qui étaient venus travailler quelques mois avant. Et enfin, tous les employés de la société de transport qui travaillaient avec Audrey. Et à chaque fois que l'ADN ne correspondra pas, eh bien, on va considérer que l'on peut écarter la personne dont l'ADN ne correspond pas. L'entourage des 2 femmes est passé au crible. Plus de 300 personnes. Un travail énorme. Mais l'enjeu est capital. À la clé, l'identité du tueur. Malheureusement pour les gendarmes, ils vont d'échec en échec. Aucun ADN ne coïncide avec celui du criminel. Une frustration immense pour tous les enquêteurs. On a ça présent à l'esprit en permanence, et puis avec cette obligation de résultat. On s'impose une obligation de résultat. Ce genre de fait ne peut pas rester impuni. C'est impossible, impensable. Un gendarme qui est venu me voir pour me dire que cette affaire ne serait jamais abandonnée, que les gendarmes poursuivraient jusqu'au bout, qu'il ne laisserait pas tomber une affaire aussi grave. Et ça nous a rassurés. Pour débloquer l'enquête, des moyens exceptionnels sont mis en œuvre. La juge d'instruction prend une décision sans précédent. Elle fait appel à un profiler. Et c'est une première à l'époque, en ce début des années 2000. On était vraiment dans les prémices de ce qu'on appelle le profilage. En France, ça n'existait pas. Les enquêteurs sont assez sceptiques sur cette technique, c'est nouveau. Olivier Robert, journaliste au Nouveau Détective. Donc on va faire appel à un profiler. Le dossier est confié au commandant Marie-Laure Brunel-Dupin, la pionnière du profilage en France. En étudiant la façon dont l'assassin a tué ses 2 victimes, elle dresse son portrait. Solitaire, discret, réservé, avec une vie sociale normale. Mais il aurait aussi des tendances psychopathiques. Et elle fait une constatation qui va donner un nouvel élan à l'enquête. Le tueur semblait en vouloir particulièrement à Audrey. Ce qui interpelle sur cette scène de crime, c'est la différence entre les actes portés sur la fille et sur la mère. Commandant Marie-Laure Brunel-Dupin, profileuse. La jeune femme, elle est vraiment ciblée par l'auteur. Il ne veut pas seulement la tuer, il veut la détruire.
Le profil indique qu'il faut chercher dans les sphères de vie de la jeune femme. Il la connaît, il l'a repérée, donc c'est dans sa vie qu'il se trouve. La profileuse est convaincue que le meurtrier connaît Audrey et qu'il a agi par vengeance. Alors les gendarmes reprennent leur enquête, mais cette fois, ils ciblent plus particulièrement les proches d'Audrey. À la gendarmerie, les auditions recommencent de plus belle. Les enquêteurs s'intéressent d'abord aux petits amis d'Audrey. On va faire son relationnel amoureux, on va dire. Capitaine Daniel Bianco, directeur d'enquête. Alors c'est vrai que c'était une fille très belle, très jolie, courtisée, qui aimait la vie, qui sortait comme les jeunes de son âge, 24 ans. Toutes les investigations qui sont faites par rapport à ses anciens compagnons, y compris le dernier, démontrent qu'ils ne peuvent pas être impliqués dans cette affaire. Encore une nouvelle déception. Mais les gendarmes n'ont pas dit leur dernier mot. Ils lancent une nouvelle salve de convocation, car il y a un autre groupe d'hommes qui les intéresse. Les 50 chauffeurs de la société de transport dans laquelle travaille Audrey. Il y a eu des petites amourettes avec des chauffeurs de bus. Et puis, il y en a quand même, parce qu'elle était jolie, quelques-uns qui se sont intéressés à elle. Mais en tout cas, rien n'a permis de se rapprocher d'une piste sérieuse. D'ailleurs, les ADN de tous les chauffeurs ont déjà été vérifiés et aucun ne coïncidait avec celui retrouvé sur la scène de crime. Mais au fil des interrogatoires, les gendarmes relèvent tout de même un détail, une anecdote qui pourrait bien les intéresser. Lors des différents témoignages, il ressort que Audrey avait reçu à 3-4 reprises des appels malveillants sur son téléphone portable. La jeune fille avait aussi reçu des textos anonymes d'insultes et de menaces. Elle ne s'en était pas vraiment inquiétée, tout juste en avait-elle parlé à quelques amis. Mais après le drame qui vient de se passer, les gendarmes, eux, s'y intéressent de près. Et l'auteur est rapidement identifié et interpellé. C'était en fait le demi-frère d'une de ses connaissances qui avait récupéré son numéro de téléphone à Audrey et qui faisait ça un peu par jeu. C'était une sorte de canular téléphonique qui n'a mené à rien d'autre. Patrice Reviron, avocat des parties civiles. Bon, cette piste a été très rapidement écartée. Rien non plus donc de ce côté-là. 10 mois après la mort des deux femmes, l'enquête est dans l'impasse et les gendarmes ne savent plus trop où chercher. Dans une enquête criminelle de ce type, il faut quand même qu'il y ait un coup du sort, un coup de la chance. Un voisin qui a vu quelque chose. Et là, il n'y a rien de tout ça. Rien de tout ça. Et en plus, l'assassin n'a pas fait de faute. Il n'a rien laissé derrière lui. Et le temps va passer, presque 1 an, jusqu'à ce qu'un nouveau fait divers fasse rebondir l'enquête. Fin février 2004, le téléphone sonne dans le bureau des gendarmes. Au bout du fil, des collègues de Pertuis, à une vingtaine de kilomètres de là, et ils leur apprennent une information capitale. Quelques jours plus tôt, le 2 février, une femme s'est fait attaquer à son domicile. Muriel, 40 ans, est seule chez elle en train de repasser son linge quand elle se retrouve subitement dans le noir. Elle sort de chez elle et elle va voir le compteur qui est sur le palier. Et là, il y a un individu masqué avec une cagoule qui s'approche d'elle et qui l'agresse. Il la repousse à l'intérieur et là, il devient d'une violence inouïe. Il est dans une rage extrême, il a les yeux qui sont vraiment exorbités, il fait peur. Ce qui l'a stupéfait encore plus, c'est qu'elle connaît cet homme qui l'agresse, elle connaît cet homme cagoulé. Elle le connaît même très bien puisque son agresseur est son beau-frère,
Il s'appelle Poncé Gaudissart et il a déjà fait 6 ans de prison pour un viol. Muriel entretient pourtant des relations cordiales avec lui, mais aujourd'hui, il est incontrôlable. Sous la menace d'un couteau, il lui demande d'enfiler des sous-vêtements. Et puis là, donc, il lui dit « ça va être un carnage, tu vas mourir, mais avant, on va s'amuser ». C'est un véritable calvaire qui commence pour la victime de Pertuis. Le beau-frère est d'une froideur incroyable, il est déterminé. Il fait subir des sévices dans chaque pièce de l'appartement. La jeune femme hurle, se débat pendant qu'il tente de la violer. Et ses cris vont alerter les voisins. Une voisine va entendre des cris, va trouver ça très suspect, va appeler la police. Quand il entend l'arrivée des policiers, il lui dit « t'inquiète pas, je vais revenir, mais je vais te tuer ». L'agresseur s'enfuit par le balcon du dernier étage de l'immeuble. Olivier Robert, journaliste au Nouveau Détective. Il se retrouve dans une cour en bas, mais en fait, il est bloqué dans cette cour. Donc les policiers n'ont plus qu'à le cueillir. Interpellé, l'homme est placé en garde à vue et interrogé. Il a déjà un casier judiciaire pour des affaires d'agression. Il ne peut absolument pas nier les faits puisqu'il a été pris en flagrant délit. Donc là, clairement, il va reconnaître. Pour les enquêteurs de Pertuis, l'affaire s'arrête là. Pour eux, c'est une agression sexuelle, comme ils en rencontrent malheureusement souvent. Mais il va y avoir un rebondissement. Dans le bureau d'à côté, le mari de Muriel est entendu. Il n'était pas là quand sa femme s'est faite agresser par son beau-frère. Il n'a rien vu. En revanche, il va livrer une information étonnante. C'est en réalité l'ex-beau-frère de ce monsieur qui va alerter les gendarmes en disant « Vous savez où il travaille ? Mon beau-frère, il travaille dans la compagnie de cars où travaillait en tant que secrétaire Audrey. » La coïncidence est incroyable. Poncé Gaudissart, l'homme qui a agressé sauvagement Muriel, est chauffeur dans la compagnie de cars du Pays d'Aix, la société où travaillait Audrey. En apprenant cette histoire, les enquêteurs restent sans voix. D'autant plus qu'il y a des similitudes évidentes entre cette tentative de viol et le double meurtre de Meyrargues. Lorsque il est interpellé, il a des éléments sur lui, un briquet. Un couteau, du scotch, du câble électrique. C'est tous les outils qui ont servi pour le double crime de Meyrargues. On retrouve le même mode opératoire. Il est toujours muni d'un couteau. Capitaine Daniel Bianco, directeur d'enquête. Il a toujours ses gants, son bonnet. Autrement dit, la panoplie de l'individu qui est rompu à ce genre de choses. On a quelqu'un qui s'introduit chez des femmes qui sont seules par la ruse, qui va utiliser des éléments pour attacher les personnes, pour les maîtriser physiquement, et c'est effectivement ce que l'on retrouve sur la scène de Meyrargues. Les gendarmes sont abasourdis. Cela fait 1 an qu'ils enquêtent sur le double meurtre de Meyrargues et peut-être que le coupable était là, sous leurs yeux. Dans un premier temps, ils décident d'en savoir plus sur ce Poncé Gaudissart. A-t-il le profil pour commettre ces crimes ? Il vit dans un petit studio au centre d'Aix, dans un endroit particulièrement retiré. Il ne fréquente personne, pas d'amis. Sur le travail, il est absolument irréprochable, toujours ponctuel, agréable avec ses collègues. Il donne vraiment le change en matière de relations sociales. Commandant Marie-Laure Brunel-Dupin, profileuse. Il donne le minimum pour qu'on le laisse tranquille et pas attirer l'attention. En apparence, l'homme est irréprochable, mais son passé est chargé. À 17 ans, Poncé Gaudissart commet sa première agression sur une de ses voisines.
À 20 ans, il tente de violer la femme de son patron. 4 ans plus tard, il récidive avec la concierge de son immeuble. Ces crimes vont crescendo jusqu'à ce jour de 1994 où il commet une agression qui lui vaudra 10 ans de prison. C'est une jeune femme sur laquelle il avait jeté son dévolu lorsqu'il était vendeur de journaux dans un kiosque à Marseille. Patrice Reviron, avocat des parties civiles. Il en vient jusqu'à venir chez elle, à rentrer à son domicile et à l'agresser sexuellement, à la violer lorsque son enfant est dans la maison. Voilà comment cet individu fonctionne. Il cible quelqu'un et puis partant de là, il peut connaître tout de ses habitudes, etc. Puis passer à l'acte au bout de plusieurs mois, puisque il est arrivé qu'il espionne une de ses victimes pendant plus d'1 an. Les gendarmes pensent que ce Poncé Gaudissart pourrait bien être l'homme qu'ils recherchent. Ils le croient capable d'avoir tué Chantal et sa fille. Les gendarmes ont enquêté sur sa personnalité. Là, on a eu éventuellement toute son historique. Jean-Claude Belkessam, frère de Chantal. Donc, on a vu que c'était pas un perdreau de l'année, quoi. C'était quelqu'un qui avait déjà à son actif une sacrée histoire. Pourtant, il y a un sérieux problème. Quelques mois après le double meurtre, l'ADN de Poncé Gaudissart avait été prélevé en même temps que celui des 50 autres chauffeurs et il ne correspond pas à celui du tueur. Les enquêteurs ont hâte de l'interroger pour y voir plus clair. 2 semaines après son arrestation pour la tentative de viol de Muriel, Poncé Gaudissart est extrait de prison pour être entendu sur les meurtres de Meyrargues. Pour les gendarmes, la partie s'annonce serrée parce que dans cette affaire, ils n'ont rien de concret contre le suspect. Et d'emblée, Poncé Gaudissart nie tout en bloc. On a quelqu'un qui est totalement mutique, complètement emmuré et qui va ne cesser de répéter qu'il n'a rien à voir avec ces faits. Alors il explique qu'avec Audrey, il n'a jamais eu de soucis particuliers. Guillaume de Palma, avocat de la défense. Que c'était une jeune femme charmante, en qui il reconnaissait d'importantes qualités. Poncé Gaudissart ne se montre pas bavard, sauf sur son alibi. La soirée du 30 mars, 1 an auparavant, il s'en rappelle comme si c'était hier. Et là, étrangement, il nous indique qu'il se souvient très bien de cette soirée de dimanche, qu'il avait donc regardé la télé. Il nous indique même le nom du film avec les acteurs, etc. Donc, ça semble quand même étrange et c'est relativement troublant. Ces détails qui vont être donnés par lui vont être des éléments qui vont lui être reprochés, en somme. Puisqu'on va lui dire, vous êtes trop précis pour ne pas avoir préparé votre défense, cher monsieur. Pour les gendarmes, en effet, il est impossible que Poncé Gaudissart se souvienne de cette soirée qui s'est déroulée 1 an plus tôt. Sauf, bien sûr, s'il s'est fabriqué un alibi. Et ils sont persuadés que c'est le cas. Alors, ils insistent. On va l'interroger sans relâche, jour et nuit quasiment. Et puis, vers les 2 heures du matin, il a un moment de faiblesse. Il va dire... Je ne me sens pas coupable. Je ne me sens pas coupable. Il faut l'expliquer. Où il est, où il n'est pas, mais je me sens pas coupable, ça, c'est révélateur, quoi. Cette phrase peut être, une erreur de langage de sa part. C'est tout à fait possible à 4 heures du matin, après avoir subi une garde à vue relativement éprouvante. Pour moi, c'est absolument pas un élément de culpabilité. Les gendarmes sont perplexes. Faut-il prendre cette phrase comme un aveu ? Devant un jury, en tout cas, cela risque de ne pas suffire. Pour confondre le suspect, il leur faut des éléments matériels. Alors, ils perquisitionnent son appartement.
ils ne vont strictement rien trouver. Il n'y a pas de trace de sang qui a été effacée, ni en ce qui concerne ses habits, ni en ce qui concerne le lieu où il vit. Sauf que on trouve un seau avec 3 rouleaux de scotch. Un scotch brillant, argenté, qui va furieusement rappeler le scotch que l'on retrouve sur la scène de crime de Meyrargues. Un rouleau de scotch qui ressemble à celui qui a servi à ligoter Chantal, ça n'est pas suffisant. Les gendarmes en veulent plus. Ils veulent un dossier en béton. Alors ils vont interroger à nouveau tous les employés de la société de cars, les collègues d'Audrey et de Poncet-Gaudissart. Peut-être se souviendront-ils d'un détail qui pourra les aiguiller. Et c'est le patron qui va livrer une information capitale. Audrey avait été destinataire d'un courrier qui était adressé à Poncet-Gaudissart, écrit par le Fonds de garantie des victimes. Le fonds de garantie, c'est l'organisme chargé de recouvrer les dommages et intérêts dus aux victimes. Et Poncet-Gaudissart doit encore 22 000 € pour une précédente affaire. Le Fonds de garantie des victimes va demander à son employeur de confirmer que Poncet-Gaudissart travaille dans cette entreprise et de déterminer quels sont les éléments de son salaire, s'il a un compte bancaire, etc. Pour les gendarmes, cette anecdote est déterminante. Ils imaginent qu'Audrey aurait parlé de ce courrier à Poncet-Gaudissart. Or, à l'époque, personne n'est au courant de son passé judiciaire. On peut penser que dans la tête de Gaudissart, Capitaine Daniel Bianco, directeur d'enquête. il s'est dit, voilà, tout mon passé est découvert, Audrey est au courant, et ça va être ventilé forcément. Beaucoup de gens vont savoir qui je suis et ce que j'ai fait. C'est la lettre du Fonds national de garantie qui lui a fait perdre la tête, quoi. Et donc il a voulu se venger. Les gendarmes pensent tenir le mobile du crime. Pour ne pas être démasqué, Poncet-Gaudissart aurait éliminé celle qui venait de découvrir le poteau rose, Audrey. C'est pour cela qu'il s'est acharné sur elle. C'est pour cela qu'il l'a torturée. À la lumière de ces nouvelles informations, voici comment les gendarmes imaginent désormais ce qui s'est passé ce soir-là. Il est venu d'abord la tuer, mais c'est pas son unique intention. Commandant Marie-Laure Brunel-Dupin, profileuse. Il veut qu'elle souffre à la hauteur du conflit et de la haine qu'il a vis-à-vis d'elle. Donc il a besoin autant de la tuer que de la torturer, de la faire souffrir. Après cette séance de torture, Olivier Robert, journaliste au Nouveau Détective. il va probablement décider à ce moment-là de tuer la mère. Il va l'égorger. Ma sœur, la pauvre, elle est décédée parce qu'elle était là, quoi. Jean-Claude Belkessam, frère de Chantal. Il y aurait eu une colocataire avec Audrey ou une copine, n'importe quoi. Je crois que ça aurait été le même cas, quoi. Hein. Il n'a pas fait de quartier. Donc c'est parce qu'elle était là. Les gendarmes ont la conviction que ce scénario est le bon, mais leur conviction ne suffit pas. Il leur faut des aveux. Et en garde à vue, le suspect réfute cette version. C'est faux, dit-il, il n'a rien fait. D'ailleurs, son meilleur argument, c'est que l'ADN retrouvé sur la scène du crime n'est pas le sien. Et là, les enquêteurs sont plutôt embarrassés. Dans ce dossier-là, il y a un talon d'Achille, c'est cet ADN non identifié. ADN non identifié à 3 endroits différents sur la scène de crime. Le fait que cet ADN ne corresponde pas à Poncet-Gaudissart pose question. Patrice Reviron, avocat des parties civiles.
Soit ça n'est pas l'auteur, c'est ce que nous avions imaginé, et c'était plutôt un proche qui avait pu laisser cet ADN sans que, pour autant, il y ait un lien avec le crime. Les gendarmes ont des doutes. Finalement, cet ADN auquel ils s'accrochent depuis bientôt 1 an n'est peut-être pas celui du meurtrier. C'est la version que va choisir la juge d'instruction. Elle estime qu'elle a suffisamment d'indices pour renvoyer Poncet-Gaudissart devant les assises et laisser les juges trancher. C'est un dossier où il n'y a aucune preuve matérielle formelle. Par contre, quand on voit la façon dont il a fonctionné sur toutes les scènes sur lesquelles il a été mis en cause et pour certaines pour lesquelles il a été condamné dans sa vie, on s'aperçoit qu'il y a un mode de fonctionnement qui est quasi systématiquement le même et que l'on retrouve à bien y regarder sur la scène de crime de Meyrargues. Ce ne sont pas des éléments de preuve, c'est des éléments de doute. Guillaume de Palma, avocat de la défense. Et avec des éléments de doute, on ne fait pas un coupable. Le 31 mars 2004, 1 an après le double homicide de Meyrargues, Poncet-Gaudissart est mis en examen pour assassinat et acte de torture et de barbarie sur Chantal et sa fille. Le 30 juin 2008, 5 ans après le double meurtre, le procès s'ouvre devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Un procès très incertain parce que dans l'enquête, il n'y a ni preuve matérielle, ni aveu. L'avocat général va devoir convaincre les jurés et Poncet-Gaudissart pourrait finalement être acquitté. De quoi va-t-il réellement s'agir pour faire en sorte de condamner lourdement M. Gaudissart à des faits qui sont contestés, pour lesquels n'existe strictement aucun élément matériel, et par-dessus le marché, avec un ADN qui vient l'exonérer de toute culpabilité. Pendant tout le procès, Poncet-Gaudissart garde la même ligne de défense. Il n'est pour rien dans toute cette affaire. Donc vraiment, quelqu'un qui va essayer de s'arc-bouter sur ce qu'il dit être son innocence, ce qui est parfaitement son droit, mais c'est très dur pour les parties civiles. Il ne nous a jamais regardé. Il n'a jamais jeté un regard vers les parties civiles. Jamais. Et le grand regret, c'est pour nous, je parle pour moi et pour la famille, il nous manque à des aveux. Le délibéré est exceptionnellement court, 2 heures, ce qui veut dire que les jurés sont vite tombés d'accord. Malgré le manque de preuves, le manque d'aveux, Poncet-Gaudissart est condamné à 30 ans de réclusion assortie d'une période de sûreté de 20 ans pour assassinat et acte de torture et de barbarie sur Chantal et sa fille. Mais l'avocat de la défense fait appel. Et 1 an plus tard, un rebondissement incroyable pourrait bien remettre en cause toute l'affaire. Je reçois un appel de la greffière de la cour d'assises qui me demande mon numéro de télécopie. Je vais comprendre plusieurs jours après de quoi il s'agit. En vérité, il y a un ADN qui a matché et qui fait en sorte précisément de disculper mon client. Cet ADN pose un énorme problème. Il vient d'être identifié, c'est celui d'un homme qui habite dans le nord de la France, à plus de 800 km de Meyrargues. Et ce nouvel élément change tout. Il pourrait effectivement innocenter Poncet-Gaudissart. Pour moi, la partie est gagnée. L'affaire est terminée. Je m'attends naïvement à ce que des excuses nous soient présentées. Parce que je considère que cet élément est un élément qui est absolument indiscutable. Et si Poncet-Gaudissart avait été accusé à tort? Après tout, s'il y a aussi peu de preuves contre lui, c'est peut-être parce qu'il est innocent. Les gendarmes enquêtent alors sur l'homme à qui appartient cet ADN. Ils vont affirmer qu'a priori, ce monsieur n'a rien à voir et qu'il n'a sans doute jamais mis les pieds dans la région.
Et la question qui va immédiatement se poser, c'est comment il est possible que l'on retrouve son ADN dans ce dossier ? Après quelques mois d'enquête, la réponse tombe. C'est un fait rarissime. Mais le laboratoire a commis une erreur. L'ADN de cet homme était resté sur un instrument mal nettoyé et il s'est retrouvé par hasard dans les analyses de la scène de crime de Meyrargues. En vrai, il n'y a jamais eu d'ADN dans ce dossier, ce qui n'était pas étonnant parce que c'était une affaire dans laquelle on avait de la suie partout et c'était curieux que l'on retrouve de l'ADN dans ces conditions-là. C'était en tout cas une erreur que d'avoir pensé pendant toutes ces années qu'il y avait un ADN qui pouvait avoir un lien avec l'auteur des faits dans ce dossier. On a fait tous ces prélèvements ADN. Capitaine Daniel Bianco, directeur d'enquête. Toute cette enquête basée sur les éléments, si vous voulez, qu'on a pu trouver à partir des constatations, ne servait à rien. Il n'y avait aucune trace d'ADN sur la scène de crime. En appel, le suspect continue à clamer son innocence, mais sa peine est alourdie. Il est condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Pour les proches, la punition est la même, perpétuité. Toute leur vie, ils devront vivre sans Chantal et Audrey, juste avec leurs souvenirs. Et je me dis que ma sœur n'aura pas connu la joie d'être grand-mère, Audrey d'être maman. Jean-Claude Belkessam, frère de Chantal. Et lorsque nous, on vit avec nos enfants, nos petits-enfants, on se dit que c'est horrible. C'est horrible. Mais c'est difficile parce que on y pense tous les jours. Christine Maréchal, meilleure amie de Chantal. Et bon, je garde les belles images de Chantal et d'Audrey, de personnes merveilleuses, souriantes, gaies, aimant la vie. Voilà, mais on n'oubliera jamais, jamais. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percez les secrets des faits divers les plus marquants et plongez au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Daniel Malguir. Parfois, ce qui ressemblait à un conte de fées peut en quelques secondes se transformer en cauchemar. C'est le cas pour Daniel et Françoise Malguir. En 2013, ils gagnent le concours du plus beau jardin de France et deviennent célèbres dans toute la région de Béziers. Mais en octobre 2017, après plusieurs années d'un bonheur parfait, leur vie bascule. Victimes d'un cambriolage violent, ils sont emportés par la tourmente, car Daniel, pour se défendre, a abattu l'un des agresseurs, et il se retrouve donc mis en examen pour meurtre. Comment ce drame va-t-il se terminer ? La réponse dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. Servian, un petit village au nord de Béziers, dans l'Hérault. C'est là que vivent Daniel et Françoise Malguir. Ils sont les riches propriétaires d'un domaine de 4 hectares, avec un jardin à couper le souffle, orné de sculptures, de bassins et d'une végétation luxuriante. C'est un couple à qui tout réussit. Une vie de famille en apparence idéale et du succès dans les affaires. Et maintenant, à 60 ans, ils profitent de la vie paisiblement dans leur jolie propriété coupée du monde. Quand le soir du 5 octobre 2017, leur vie bascule. La nuit commence à tomber,
Daniel et Françoise sont en train de dîner. Ce soir-là, Daniel Malguir et sa femme Françoise passent une soirée tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Ils sont chez eux dans leur magnifique propriété. Autour de 20h, leur chien se met à aboyer à l'extérieur avec insistance. François Barrère, reporter police-justice à Midi Libre. Donc Daniel Malguir sort pour voir ce qui se passe. Parce que la veille, un petit marcassin avait pénétré sur le domaine, donc il va voir. Jean-Marc Darrigade, avocat de Daniel Malguir. Et là, 2 hommes vont surgir de la pénombre, et là, vont immédiatement l'agresser, le plaquer au sol. Il est roué de coups, il se retrouve à genoux, à terre. Il va crier, et ces cris vont alerter son épouse qui sort à son tour de la maison. Et là, elle découvre une scène d'ultra-violence, c'est-à-dire qu'il y a 2 hommes qui sont cagoulés, habillés en noir. Son mari est au sol. Et elle va se faire aussi prendre à partie par l'un des 2 agresseurs qui va la ceinturer. Le couple est victime d'un homejacking, une agression à domicile. Les 2 malfaiteurs leur ordonnent aussitôt de rentrer à l'intérieur. Françoise et Daniel sont tétanisés. Très vite, le tempo est donné par les 2 hommes qui demandent où est le coffre plusieurs fois, où se trouve le coffre et où se trouve l'argent. Son mari, Daniel Malguir, va lui dire « Enfin chérie, amène-les au coffre. Tu as un coffre, amène-les à ton coffre. » Gaspard Quénan, avocat de Richard Bruno. Elle va dire « Mais j'ai pas de coffre. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de coffre, alors qu'évidemment, il y a un coffre. Mais elle veut surtout pas qu'on ouvre ce coffre. » C'est une femme qui a beaucoup de caractère. Elle n'a pas du tout envie de céder à cette menace des 2 malfaiteurs. Alors Françoise cherche à faire diversion. Elle espère les calmer avec une enveloppe d'argent liquide. Françoise dit, mais ici, on a un peu d'argent, donc ils ont quelques centaines d'euros ici, quelques dizaines d'euros par là. Et on va proposer aux cambrioleurs d'aller chercher cet argent un petit peu partout, mais ça va faire guère plus que quelques centaines d'euros. Ça les intéresse absolument pas. Les agresseurs réclament une grosse somme, pas des fonds de tiroir. Alors ils redoublent de violence. Ils bousculent Françoise, la frappent sur la tête. Daniel les supplie d'arrêter. Mais la scène est sur le point de virer au drame. Ils attrapent du scotch pour visiblement les attacher bien serrés à leurs 2 chaises pour entamer la discussion de manière plus sérieuse et sans doute plus véhémente. On peut peut-être aller vers une scène de violence encore pire, peut-être de la torture. Enfin, on est vraiment sur une phase critique. En fait, Daniel va leur proposer spontanément 1 000 euros, ce qu'il aurait dans une sacoche qui est à l'étage. Il va se précipiter dans l'escalier un peu à 4 pattes et l'un des 2 agresseurs va lui emboîter le pas. Et le 2e agresseur qui tient François Malguir en respect va lui aussi s'engouffrer dans cet escalier pour suivre les 2 précédents jusqu'à l'étage. Et à ce moment-là, ça se passe en une fraction de seconde. Daniel Malguir se saisit d'un fusil de chasse qui est chargé, qui est au-dessus de l'armoire. Et il tire sur l'un des malfaiteurs qui se trouve à l'entrée de la chambre. On est dans la pénombre, donc il tire un peu au jugé. Et boum. Il y aura un coup de feu qu'on va entendre. Il y a un des malfaiteurs qui est touché en plein thorax par ce tir et il s'écroule, visiblement mort sur le coup. Daniel, encore armé, crie à l'autre cambrioleur « Si jamais tu la tues, moi je te tue !» Mais ce dernier a déjà pris la fuite en traînant Françoise sur le sol. Puis il la jette à terre et s'enfuit dans l'obscurité. Daniel part à ses trousses, il hurle à Françoise de déclencher l'alarme et d'appeler leur fille Aurélie. Je décroche et là, elle était en panique. Elle me dit il y a 2 personnes qui sont venues les agresser.
Aurélie Malguir, fille de Françoise et Daniel Malguir. De suite, j'ai compris qu'il y avait un gros problème, donc j'ai raccroché. Et là, j'ai envoyé de suite mon mari aller voir ce qui se passait au jardin. Et donc, quand il arrive sur les lieux, il fait comme s'ils étaient plusieurs. Et donc, il crie « Gendarmerie, gendarmerie, attention, on arrive, gendarmerie ». Et donc, il rentre à ce moment-là dans la maison. Et il voit mon père en premier, donc avec une arme à la main, couvert de sang. Françoise, elle, est aussi choquée. Elle a reçu des coups. Elle a visiblement eu très très peur. Elle est assise. Elle est tétanisée, en état de choc. La brigade de gendarmerie arrive aussitôt sur les lieux et investit la propriété à la recherche du cambrioleur. Mais il a visiblement pris la fuite. À l'étage, une équipe sécurise la scène de crime. Il y a énormément de sang. Il y a du sang partout. Et on va faire venir, bien sûr, des secours d'abord, mais après un médecin légiste qui va constater le décès du cambrioleur qui est décédé. Ils vont constater la scène de crime, ils vont la geler, bloquer la scène de crime, donc ce qui s'est passé à l'étage pour que plus personne ne puisse y monter. Ce que Daniel Malguir explique, c'est qu'il a vraiment cru qu'ils allaient mourir tous les deux et qu'il a agi pour sauver sa peau et celle de sa femme. Le couple est en état de choc. De leur côté, les gendarmes procèdent aux premières constatations. Ils prennent les empreintes de l'homme abattu. Ils espèrent l'identifier ainsi et remonter jusqu'au deuxième malfaiteur visiblement dangereux et toujours armé. Pourquoi Daniel et Françoise Malguir sont-ils devenus la cible de ces malfaiteurs? Pour les enquêteurs, la réponse est simple. Ce sont des notables, riches et connus dans la région, et ils pourraient avoir fait des envieux. Daniel Malguir, c'est un self-made man qui a une histoire de réussite économique assez étonnante. Il est né dans ce village de Servian, d'une famille tout à fait modeste, et il est parti en Belgique parce qu'il a eu des opportunités professionnelles là-bas, donc il a commencé à travailler dans un restaurant. Il y a aussi un coup du destin, c'est cette rencontre avec Françoise qui est d'origine belge. Il y a un coup de foudre entre eux et ensemble, ils vont monter une société qui fabrique des meubles. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et comme c'est quelqu'un qui a un petit peu de l'or entre les mains, il va réussir à en faire une affaire florissante qu'ils vont faire fructifier à deux. Au bout d'une dizaine d'années, en fait, il estime qu'il peut pratiquement prendre sa retraite. François Barrère, reporter police-justice à Midi Libre. Et qu'il peut réaliser son rêve. Son rêve, c'est de retourner dans son village et d'habiter dans ce lieu un peu magique où il aimait jouer quand il était enfant. Le couple a tout pour être heureux. Daniel et Françoise sont mariés. Ils ont 2 enfants, Olivier et Aurélie, qui naissent au début des années 80. Et leurs affaires se portent à merveille. Mais Daniel s'accroche à son rêve d'enfant et pour l'exaucer, il embarque toute sa petite famille dans l'aventure. Quand on arrivait, c'était un dépotoir. Donc, quand il disait à ma mère, écoute, un jour, moi, j'aimerais vivre sur ces carrières. Ma mère, elle le regardait en se disant, mais c'est pas possible, on pourra jamais vivre ici. Et donc, quand ces carrières ont été à vendre, eh bien, il les a achetées. Et on est arrivé sur ce tas de terre. Et donc, au départ, on a vécu dans une caravane pendant 6 ans. Ils vont vivre un peu comme des nomades dans cette caravane posée au milieu d'une carrière. Jean-Marc Darrigade, avocat de Daniel Malguir. Et ils vont petit à petit transformer ce qui était un désert en un petit paradis de verdure. Il y a 1001 plantes, il y a des points d'eau. Gaspard Quénan, avocat de Richard Bruno. Un jardin luxuriant avec des bassins, avec des fontaines. Ça a donné un aspect absolument magnifique. C'est vrai qu'à ce moment-là, on se régalait d'être dehors et de jardiner. Et on travaillait en famille et on prenait plaisir à voir cette carrière qui était un dépotoir, le voir se transformer en ce magnifique jardin qu'il est aujourd'hui. Un havre de paix pour cette famille unie à ce moment-là. Daniel et Françoise ont réussi leur pari fou et ils décident de transformer leur écrin de verdure en business familial. Les Jardins Saint-Adrien ouvrent leurs portes au public en 2003. Ils organisent des événements festifs. Il y a des soirées à thème.
des soirées équestres, ce genre de choses. Et donc, en quelques années, ils font de leur petit jardin une attraction touristique de premier plan dans cette région de France. Parents et enfants travaillent au jardin et de nombreux proches participent aussi. Notamment un ami, Richard Liop. Il tient des écuries dans la région et il anime des spectacles équestres. Avec le couple Malguir, ils aiment se produire sur scène et multiplient les galas. Le jardin est en plein essor et il va connaître un succès inattendu qui va le propulser vers les sommets. En 2013, on reçoit un coup de téléphone et on nous demande de participer au jardin préféré des Français, l'émission de Stéphane Bern. C'est un concours des plus beaux jardins en France. Et le jardin des Malguir est sélectionné pour participer à cette aventure. Ce soir, avec le jardin préféré des Français, nous vous proposons une visite des 22 plus beaux jardins sélectionnés dans chacune de nos régions de France métropolitaine. Et ça prouve qu'avec de la volonté, beaucoup de passion... De l'amour ? Et de l'amour, bien sûr. On peut réaliser tous les rêves du monde. En 2013, c'est la consécration pour les Malguir. Leur jardin est décrété jardin préféré des Français. C'est inespéré, on est très très émus, c'est fou et voir tous nos amis. Ça mérite des applaudissements, non? Bravo! Félicitations! Bon, ben là, c'est l'explosion de joie, c'était du bonheur. Après tant d'années, travailler dans le jardin. Aurélie Malguir, fille de Françoise et Daniel Malguir. C'était vraiment une récompense énorme d'avoir gagné ce grand prix. Cette victoire, c'est l'aboutissement d'un rêve. C'est pourtant ce jardin d'Éden qui deviendra le théâtre d'un terrible drame. La famille Malguir va se retrouver au cœur d'une intrigue aux multiples rebondissements. Le 5 octobre 2017, la nuit du drame, le couple est toujours en état de choc à la maison. Ils sont entendus tous les deux sur le déroulé du cambriolage. Puis, Daniel est placé en garde à vue. C'est la procédure car un homme a été abattu. Quand il dresse le tableau de cette scène, ces deux hommes, dont l'un pourrait être armé, qui surgissent en pleine nuit, décidés à mettre la main sur le magot, les violences. Donc, ce qu'il raconte est assimilable assez rapidement à de la légitime défense pure et simple. Pourtant, les interrogatoires se poursuivent. Les enquêteurs veulent connaître tous les détails de la scène de crime. Mais le placement en garde à vue de Daniel commence à faire réagir dans la région. Le jardin étant connu et la presse a très vite parlé de cette affaire. Et donc, il y a eu un soutien qui s'est fait sur les réseaux sociaux, qui va récolter très vite beaucoup de signatures. Je pense qu'on est à 200 000 signatures. Virginie, la nièce de Daniel, fait partie de ses soutiens depuis le premier jour. Elle se rappelle l'élan de solidarité dans la région. Les gens se sont un peu révoltés et se sont réunis dans cette pétition. Virginie, nièce de Françoise et Daniel Malguir. Et les gens ne comprennent pas que ce soit justement le propriétaire qui soit mis en garde à vue. Et donc, il y a quand même une foule quasiment qui attend Daniel Malguir à sa sortie de la gendarmerie. Il est un petit peu fêté en héros, en fait, le type qui ne s'est pas laissé faire. Lorsque Daniel sort de garde à vue, il tient à livrer sa vérité sur la nuit du drame en faisant réaliser une vidéo où il se met en scène. Interview Daniel. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé, réellement. Et après, vous, les Français, vous jugerez. Il a l'idée de s'adresser aux Français et de faire une vidéo pour expliquer pourquoi et comment il a pu en arriver à tuer quelqu'un pour défendre sa vie et la vie de sa famille. Et tout d'un coup, il y a deux énormes types qui sortent de part et d'autre, en tenue militaire, et cagoulés complètement, gantés, et avec des revolvers. Ils me plaquent au sol, ici, et commencent à me taper de tous les côtés pendant peut-être 1 minute. Sur la tête, partout, je saignais de partout. Ils nous tirent dans la maison avec Françoise. Continuez
à menacer Françoise avec le revolver et lui dire chaque fois, il voulait lui fracasser la tête. C'était les mots, je vais te fracasser la tête, je vais te fracasser la tête. Tout ça pour nous intimider. Et là, écoutez bien ce que Daniel Malguir explique dans la vidéo qu'il adresse aux Français. Je monte là, Françoise est derrière moi, tenue par le type en joue, complètement en joue. Puis l'autre gars, le gars est derrière moi. Moi, je monte comme ça, 4 pattes. On monte jusqu'en haut. Je lui dis, attendez, je cherche l'interrupteur, je cherche la lumière. Ça a été peut-être ce qui m'a sauvé la vie, ce qui a sauvé la vie de mon épouse, c'est qu'il m'a laissé 2 mètres en plus. Je suis rentré dans la chambre, j'ai pris mon fusil, je me suis retourné. La chambre était dans le noir, on avait tiré les rideaux. Je me suis reculé, j'ai vu le gars qui était dans l'ombre de la porte là, et pour moi il tenait le revolver, il tenait Françoise en joue. J'ai tiré, je ne pouvais pas faire autrement. Et c'était lui ou c'était nous. Vous savez, quand vous arrivez à un tel degré vous le sentez, vous sentez la mort qui vient, et je ne pouvais pas faire autrement. Il n'y avait pas d'autre solution. Avec cette vidéo qu'il diffuse sur les réseaux sociaux, Daniel montre le visage d'un homme encore bouleversé. Ah putain, quelle merde. Quelle merde. Il tient à montrer à ses nombreux soutiens qu'il a bien agi par légitime défense. Retour à la brigade. Les gendarmes cherchent à identifier le cambrioleur qui a trouvé la mort, car il est la seule piste qui peut permettre d'arrêter son complice, toujours en liberté. Les enquêteurs vont faire un relevé d'empreintes, un relevé ADN. Gaspard Quénan, avocat de Richard Bruno. Et très vite, on va savoir qui est ce monsieur, puisqu'il était déjà connu des services de police pour des faits qui n'étaient pas des faits graves. L'individu s'appelle David Viers. Il est fiché, mais ce n'est pas une figure du grand banditisme. Au contraire, il a 43 ans et il est un père de famille a priori sans histoire qui vit près de Perpignan. Les gendarmes interrogent sa femme pour tenter d'en savoir plus. Elle tombe du placard, comme on dit, découvrant que son compagnon a été abattu dans de telles circonstances. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et elle dit très rapidement aux gendarmes qu'elle n'est au courant de rien, que ce jour-là, son compagnon David lui avait dit qu'il irait travailler dans les vignes dans le coin, et en fait, elle ne sait absolument pas ce qui a pu se passer cette nuit-là. En revanche, elle affirme que le couple a des dettes et son mari avait pris l'habitude, dit-elle, de jouer au poker pour tenter de leur sauver la mise. Alors, aurait-il fait le coup avec un complice de jeu ? Les enquêteurs vont s'intéresser à ce milieu. À l'autre bout de la France, la sœur de David apprend la triste nouvelle. Pour la première fois, Cindy a accepté de témoigner, car elle souhaite évoquer la mémoire de son frère. Eh bien, c'est la maman de mon petit-neveu, le premier fils de mon frère, qui m'a appelée. Elle m'a dit tout de suite, je suis désolée, mais ton frère est décédé. Enfin, là, je me suis effondrée, j'ai hurlé, je lui ai dit non, c'est pas possible, qu'est-ce que tu me racontes ? Cindy, sœur de David Viers. Comment tu sais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, là, on est dans la compréhension totale. Et je crois que ça a coupé, donc je suis rentrée chez moi en hurlant, j'ai vu ma maman, je lui ai dit que David était décédé. C'était vraiment compliqué. Et lorsque Cindy apprend les circonstances de la mort de son frère, elle est sous le choc. C'est impossible qu'il ait fait ça, on comprend pas. C'est impossible parce que mon frère, c'est un père de famille, quelqu'un qui n'est pas dans le grand banditisme. C'est le bon vivant, qui fait rigoler tout le monde, qui a tout le temps des blagues. Voilà, c'était vraiment un rayon de soleil. Pour sa famille, comme pour les enquêteurs, il n'a pas le profil d'un criminel. L'urgence, c'est d'abord d'arrêter son complice toujours en fuite.
Les gendarmes analysent les échanges téléphoniques de David Vierce le jour des faits. Et ils pensent tenir une piste. Les gendarmes vont se rendre compte qu'il était en contact étroit avec un certain Richard Bruno. Et les gendarmes comprennent assez vite que ce Richard Bruno faisait partie de l'entourage de poker auquel participait la victime David. Et donc, en recoupant tout ça, les gendarmes se disent que est-ce que ça serait pas le deuxième homme, le malfaiteur qui a réussi à prendre la fuite? On va faire des recherches sur ce monsieur-là. On va voir que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait parler défavorablement de lui. Il est père de famille. Il est marié, il a une vie stable, c'est une personne totalement normale. Lui non plus n'a pas le profil d'un malfaiteur aguerri. Alors comment ces deux hommes ont-ils pu orchestrer une telle attaque? Pour en savoir plus, les gendarmes décident d'interpeller Richard Bruno. Mais l'homme clame aussitôt son innocence. Or, au même moment, un élément vient le confondre. Quelques jours après le drame, une cagoule de cambrioleur a été retrouvée dans le jardin des Malguir. Cette cagoule, elle va être donnée aux experts ADN qui vont rendre leur rapport quelques heures après que Richard Bruno ait été placé en garde à vue. Et là, on va voir que c'est lui. C'est son ADN. Donc, il est forcé d'avouer qu'il était effectivement le deuxième homme dans l'affaire de Servian. Depuis le début de l'affaire, les gendarmes enquêtent sur un homejacking classique. Avec l'arrestation de Richard Bruno, ils pensent avoir bouclé le dossier. Mais ils sont loin d'imaginer que le malfaiteur est sur le point de leur faire des aveux qui vont relancer l'enquête et faire trembler toute la région. Toute l'histoire bascule. Parce que Richard Bruno explique qu'il n'est pas venu là au hasard. François Barrère, reporter police-justice à Midi Libre. Avec son complice, mais que tout ça était le résultat d'un coup soigneusement organisé, non pas par des malfaiteurs, mais par le propriétaire lui-même. Richard Bruno accuse Daniel Malguir d'être à l'origine du coup. C'est une révélation fracassante. Mais il précise qu'il ne le connaît pas. C'est son complice, David Vierce, qui aurait servi d'intermédiaire. Et cela devait être un coup facile, dit-il, payé 100 000 € chacun. Les gendarmes sont stupéfaits et ils veulent maintenant vérifier ses dires car l'accusation est grave. Il va donner des informations d'ordre personnel, intime, sur le couple qui était visé. Jean-Marc Darrigade, avocat de Daniel Malguir. Puisqu'il explique que le propriétaire du jardin avait une maîtresse brésilienne, qu'il comptait partir avec elle. Daniel Malguir aurait eu une liaison. Cette infidélité serait-elle liée au cambriolage meurtrier? Les gendarmes vont devoir le vérifier. Pour les enquêteurs, c'est un témoignage qui est crédible. Il y a deux choses qui vont attirer son attention et qui vont lui faire dire que, dans tous les cas, le propriétaire était complice. 1 heure avant les faits, Richard Bruno voit Daniel Malguir sur sa propriété avec son chien. Gaspard Quénan, avocat de Richard Bruno. Le chien prend Richard Bruno pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un intrus, et se dirige vers Richard Bruno. Et Richard Bruno va dire, Daniel Malguir, va appeler le chien par son prénom. Isabelle Vivien-Laporte, avocate de la famille de David Vierce. Djeko, pour que le chien revienne, il m'a vu. Il ne peut pas ne pas m'avoir vu. Si le propriétaire n'avait pas été complice, il aurait soit appelé la police, soit il se serait défendu, soit il aurait laissé le chien l'attaquer. Richard Bruno paraît convaincant et les enquêteurs poursuivent leurs interrogatoires. Ils veulent savoir comment s'est joué le drame à l'étage. Il va expliquer que Françoise, elle a plus ou moins trébuché dans l'escalier, qu'il a essayé de la retenir et que, en conséquence, ils ne sont pas montés à l'étage. Il est resté en bas avec elle, au rez-de-chaussée.
Donc les déclarations de Richard Bruno mettent à mal la théorie de la légitime défense avancée par Daniel. Les enquêteurs doivent maintenant recouper les informations. Et cela fait justement écho aux déclarations de Françoise lorsqu'elle a été entendue la nuit du drame. Elle n'avait pas raconté la même version que Daniel. Mais aujourd'hui, leurs divergences mettent la puce à l'oreille aux gendarmes. Les petites différences, c'est par exemple que Daniel dit qu'au moment où il a tiré, l'un des malfaiteurs était derrière le premier en ayant l'arme sur la tempe de Françoise. Françoise dit, moi je suis jamais monté à l'étage. J'ai trébuché, le premier malfaiteur est monté et moi je suis resté en bas. C'est quand même une question fondamentale, savoir est-ce que dans son champ visuel, il avait sa femme qui était mise en joue au risque d'être abattue? Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Ou au contraire, est-ce qu'elle était hors de portée, ce qui remettrait du coup en cause la thèse de la légitime défense? Et là, c'est un basculement incroyable dans l'enquête, parce que le personnage du héros, le sauveur, là, ça vole en éclats. Les versions de Françoise et de Richard Bruno correspondent. Il ne serait jamais monté à l'étage, contrairement à ce que Daniel prétend. Et Françoise se souvient aussi de propos qui l'avaient étonné pendant l'agression. Elle ne comprend pas pourquoi son mari a mis les cambrioleurs sur la piste de son coffre-fort, parce qu'il y a bien un coffre-fort. Donc elle ne comprend pas pourquoi son mari lui a dit « mais vas-y, amène-les à ton coffre ». Elle les a pas amenés à son coffre parce que c'est son coffre à elle, dans lequel il y a son argent, pas celui de son mari. Elle avait été victime d'un précédent cambriolage où on leur avait volé de l'argent. Et donc elle s'est dit que ce coup-ci, elle ne céderait pas. Voilà. Et à la lecture des déclarations de Françoise, un dernier détail interpelle les enquêteurs. Elle va s'étonner, Françoise Maguire, que son chien ne soit pas là. Ce fameux chien qui a aboyé, qui a donné l'alerte, ce chien, au moment où on la malmène, où on la brutalise, où on l'agresse chez elle, il n'est plus là. Il a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu, et on ne sait pas très bien d'ailleurs quand et comment il réapparaît. L'absence du chien, l'insistance pour faire ouvrir le coffre de sa femme, mais surtout les divergences sur le récit des événements accablent Daniel Malguir. L'homme aurait-il menti depuis le début? Et pourquoi? Alors, de nouveau, les gendarmes viennent interpeller Daniel. Mais dans la plus grande discrétion, car ils veulent d'abord recouper les informations livrées par Richard Bruno. Dès qu'il est placé en garde à vue, Daniel Malguir, il dit « mais pourquoi je suis là? Moi, je suis la victime. » Donc, petit à petit, les enquêteurs vont le mettre en face des éléments donnés par Richard Bruno, qui est à ce stade-là son principal accusateur. Et on le questionne aussi sur le nom de son chien. Et il dit Jenko, c'est le nom qu'il y a précisément dans les déclarations de Richard Bruno. Et donc, ce qui conforterait l'hypothèse selon laquelle ils étaient à quelques mètres l'un de l'autre avant l'agression à domicile. Pour les enquêteurs, cela signifie que si le propriétaire a rappelé son chien à ce moment-là, il devait être au courant de l'attaque à venir. Mais pourquoi Daniel aurait-il manigancé ce coup? Les gendarmes l'interrogent sur sa vie de couple. Le cambrioleur a-t-il dit vrai en parlant d'une maîtresse brésilienne? Il va reconnaître assez rapidement qu'il est tombé amoureux, qu'il s'était pris d'une de ses employées au jardin, qui s'appelle Yolanda. Daniel confirme sa liaison. C'est une information capitale pour les enquêteurs, car de nouveau, les accusations de Richard Bruno sont validées. À un détail près cependant, car Daniel insiste sur un point à propos de sa maîtresse. Et il va préciser qu'elle est colombienne, ce qui ne correspond pas aux éléments qu'ont déjà les gendarmes à ce moment-là, disant que la maîtresse serait brésilienne. Pour l'instant, cette précision sur la nationalité de Yolanda paraît anecdotique. Mais c'est une information qui se révélera fondamentale pour la suite de l'enquête. Les gendarmes
continuent leur interrogatoire pour en savoir plus sur l'importance de cette liaison. Et Daniel se justifie. 5 mois avant le cambriolage, Françoise a subi un grave accident de cheval. Son épouse est tombée dans le coma et selon lui, elle serait devenue ensuite invivable. On est sur un couple qui, pendant cet été 2017, est en pleine tourmente, en pleine tempête. François Barrère, reporter police-justice à Midi Libre. Le couple se dispute en permanence. Donc là, on est dans une sorte de vaudeville un petit peu exotique, dans ce beau jardin du sud de la France, avec la femme, le mari et la maîtresse, la fameuse Yolanda sud-américaine. Pour les enquêteurs, cette liaison est compromettante pour Daniel, car elle constitue un mobile possible. Alors, ils poussent leurs investigations et ils découvrent un couple au bord du divorce juste avant le cambriolage. Interrogée dans l'émission 7 et 8, en novembre 2021, Françoise révèle qu'elle était anéantie. J'ai un accident et pendant que je suis dans le coma pendant 12 jours, 4 mois et demi avant le cambriolage, eh bien, ma vie tourne sans que je le sache puisque mon mari tombe amoureux de la personne qui travaillait au jardin, qui faisait les visites commentées avec les visiteurs et qui travaillait et qui était payée par nous. J'étais, entre parenthèses, quelque part un peu sa patronne. Eh bien, c'est la maîtresse de mon mari. Et il m'a demandé qu'on divorce, donc on devait divorcer après mon accident, oui. On devait divorcer pour qu'il vive avec elle. Voilà. Dans la perspective de ce divorce, le couple avait fait une séparation de biens. Chacun avait repris ses économies. Pour les enquêteurs, une hypothèse commence alors à prendre forme. Quand les enquêteurs mettent tout bout à bout, ils se demandent très clairement si Daniel Malguir n'a pas organisé tout ça de A à Z dans un seul but, c'est-à-dire spolier sa femme de ses biens dans la perspective du divorce qui s'annonçait assez difficile pour lui, et donc pouvoir commencer une nouvelle vie avec Yolanda, sa maîtresse. On découvre un homme qui aurait fomenté un crime contre sa propre épouse, donc là c'est plus du tout la même affaire. Pour les gendarmes, l'argent est visiblement au cœur de l'affaire. Et l'insistance de Daniel pour faire ouvrir le coffre de sa femme leur paraît de plus en plus suspecte. Ils décident donc de perquisitionner la propriété à la recherche des économies qu'ils ont soigneusement gardées chacun de leur côté. Poussé dans ses derniers retranchements, Daniel finit par indiquer où se trouve sa cachette. Et là, surprise. Daniel Malguir va reconnaître devant les enquêteurs qu'il a effectivement planqué de l'argent dans le jardin. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Ils vont découvrir, un petit peu comme dans un film, des bocaux à confiture entièrement remplis de billets de banque. On en déterre plusieurs et en faisant le décompte de ce magot, on se rend compte qu'il y a quasiment 100 000 euros. Des liasses de billets, des billets de 50 euros, des billets de 20 euros qui sont enfoncés dans des bocaux ménagers, comme on en a tous dans la cuisine, et qui sont enterrés dans un coin du jardin. C'est un petit peu surréaliste, ces bocaux qui débordent de billets de banque. Ils vont légitimement demander à Daniel Malguir, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit aux cambrioleurs que vous aviez de l'argent? Pourquoi est-ce que vous ne les avez pas amenés à ces bocaux? Prenez l'argent, partez et laissez-nous en paix. Daniel s'explique. Les 100 000 euros étaient enterrés à l'autre bout du jardin. Il a eu peur de risquer sa vie en restant seul avec les malfaiteurs. Alors, la fouille se poursuit à la recherche du fameux coffre. Et il est retrouvé dans le cabanon de jardin. Mais, surprise, l'argent tant convoité par les cambrioleurs n'est pas là. Françoise explique qu'elle a confié secrètement ses économies à son fils. Elle parle de 100 000 euros qu'elle aurait mis à l'abri dans la perspective du divorce. Et son mari ignorait que le coffre-fort était vide. À l'issue de la perquisition, les enquêteurs ont acquis une conviction. Pour eux,
Seul Daniel avait un intérêt à organiser ce cambriolage pour voler l'argent de sa femme. Il est mis en examen pour meurtre et tentative de vol en bande organisée. L'annonce de son arrestation provoque un séisme au sein de la famille. Ma mère m'appelle et me dit écoute, on a quelque chose à te dire avec ton frère, il faut que tu viennes. Et donc, quand j'arrive, je les trouve tous les deux tranquillement assis au canapé. Aurélie Malguir, fille de Françoise et Daniel Malguir. Et donc, à ce moment-là, c'est dur. Et donc, à ce moment-là, il m'annonce que... Excusez-moi. Donc, à ce moment-là, il m'annonce que mon père est resté en garde à vue parce qu'il le soupçonne d'être à l'origine du cambriolage. J'avais l'impression que tout était irréel, donc moi, j'arrive pas à y croire. Je me dis que c'est pas possible que mon père soit à l'origine de ça, c'est impossible. À ce moment-là, on n'y croit pas du tout. Virginie, nièce de Françoise et Daniel Malguir. D'abord parce que c'est des aveux d'un cambrioleur, donc qui ferait confiance à un cambrioleur. Et puis, ça ne correspond pas du tout à la personnalité de mon oncle Daniel. Mon oncle n'aurait jamais pu faire une chose pareille. On a quelque part toute la famille Malguir et Aurélie qui sont du côté de Daniel et à le soutenir et à clamer qu'il est victime d'une injustice. J'ai l'impression d'être la seule à ce moment-là sous choc, donc c'est difficile pour moi et donc on se dispute et je pars en claquant la porte. Et de l'autre côté, il y a Olivier, le fils aîné, qui commence à avoir de sérieux doutes. Avec les enquêteurs, il explique que oui, il croit son père capable d'avoir organisé un faux cambriolage. La guerre des clans est déclarée et brise toute la famille. Mais un rebondissement est sur le point de donner une autre dimension à l'affaire avec l'entrée en scène de nouveaux protagonistes qui vont semer le trouble. Novembre 2017, un mois après le cambriolage sanglant. Les enquêteurs sont toujours à la recherche de complices, car ils n'ont que les aveux de Richard Bruno et aucune preuve directe qui relie Daniel à l'organisation du homejacking. Richard Bruno et David Wirtz ne connaissent pas Daniel Malguir. Gaspard Quénan, avocat de Richard Bruno. Ils ne connaissent pas les Jardins Saint-Adrien. Ils y ont jamais mis les pieds. Il y a donc un intermédiaire. Pour découvrir de qui il s'agit, les enquêteurs analysent les échanges téléphoniques des deux malfaiteurs le jour des faits. On va élargir le spectre de la recherche téléphonique. Isabelle Mimran, avocate de Richard Liop. Et on va se rendre compte qu'effectivement, il y a des flux d'appels de grande ampleur entre Richard Bruno et son père Jean-Pierre. Et un autre protagoniste qui s'appelle Richard Liop. François Barrère, reporter police-justice à Midi Libre. Et Richard Liop, c'est quelqu'un qui est lié au Jardin Saint-Adrien. Quelle n'est pas la surprise des enquêteurs de constater que cette personne, c'est qui ? C'est le meilleur ami de Daniel et Françoise. Richard Liop est l'ami du couple, celui qui organise les spectacles équestres au Jardin Saint-Adrien. Et il a passé de nombreux coups de fil à Jean-Pierre Bruno, le père du cambrioleur. Les enquêteurs sont stupéfaits. Qu'est-ce qui relie entre eux tous ces personnages ? Et pourquoi l'ami des Malguir se retrouve-t-il au cœur de l'intrigue ? Le jour même des faits, la téléphonie et les déplacements des uns et des autres vont être confondantes. On va s'apercevoir que David Wirtz et Richard Bruno vont partir de Perpignan le matin, ensemble, dans le même véhicule. Jean-Marc Darrigade, avocat de Daniel Malguir. Vont quitter l'autoroute à hauteur de Roubaix et vont se rendre immédiatement dans le village d'Aigues-Vives où les téléphones de Jean-Pierre Bruno et Richard Liop vont également se retrouver, qui attestent l'idée que les quatre hommes ont mangé ensemble ce jour-là. Et là, on va comprendre qu'il y a des complicités
on va comprendre que tout ce petit monde est lié et que ces quatre-là, Wirs, Bruno fils, Bruno père et Liop, ont participé. Ça fait clairement penser à un déjeuner préparatoire, à presque une réunion de travail avant de passer à l'action. Pour les enquêteurs, c'est la preuve de leur implication à tous les quatre. Mais pourquoi Richard Liop et Jean-Pierre Bruno seraient-ils mêlés au cambriolage? Les gendarmes se penchent sur ces deux nouveaux protagonistes. Jean-Pierre Bruno connaît à peine les Malguir. Mais Richard Liop est un intime. Alors il se focalise sur ce personnage très intrigant. Richard Liop, c'est un personnage aux multiples facettes, on va dire. C'est un cavalier, un dresseur de chevaux qui fait des spectacles équestres et qui un jour va être amené à faire un spectacle équestre au jardin de Servia. Dans le cadre de cette activité, ils vont fraterniser, ils vont même jusqu'à devenir amis et les deux couples vont se fréquenter pendant de nombreuses années au point que Richard Liop est considéré par Daniel Malguir comme un de ses meilleurs amis. Richard Liop est quelqu'un qui n'a aucun antécédent judiciaire. C'est sûr que c'est un bon père de famille. Il n'a pas non plus la tête de l'emploi. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et donc, on va essayer de chercher un petit peu. On sait quand même qu'il a son exploitation de chevaux qui marche pas très bien, donc s'il pouvait récupérer de l'argent, ça pourrait être bienvenu. Richard Liop a des dettes, et il pourrait lui aussi avoir un intérêt dans cette affaire de cambriolage. Pour confirmer cette hypothèse, les gendarmes interpellent les deux nouveaux suspects. Jean-Pierre Bruno ne livre aucune information. Alors les enquêteurs se concentrent sur Richard Liop en espérant qu'il passe aux aveux. Et lorsqu'on lui oppose le fait que son téléphone a pu borner en même temps que ceux de Richard Bruno et David Wirs, il va dire « mais c'est une pure coïncidence, je n'ai jamais mangé avec eux, je n'ai rencontré que par hasard Jean-Pierre Bruno qui est mon ami ». Les enquêteurs changent alors de stratégie. Ils décident de le faire parler de sa proximité avec le couple Malguir, dans l'espoir qu'il se trahisse sur un détail. Très spontanément, Richard Liop va dire que oui, il est au courant des difficultés rencontrées au sein du couple. Il va même parler de la maîtresse supposée de Daniel, Yolanda, et qu'il va décrire comme étant brésilienne. Le seul qui croit qu'elle est brésilienne, c'est Richard Liop. Donc si Richard Bruno pense qu'elle est brésilienne, ça ne peut venir que de celui qui a la fausse information, en l'occurrence Richard Liop. Donc est-ce que ça serait pas lui, le cerveau de l'opération? Pour les enquêteurs, l'origine de Yolanda devient un élément central. C'est Richard Bruno, le cambrioleur, qui avait mentionné en premier sa nationalité brésilienne. Richard Liop serait donc à l'origine du brief fait au cambrioleur. Mais il s'interroge, est-il un simple intermédiaire entre Daniel Malguir et l'équipe de malfaiteurs, ou pourrait-il être le vrai commanditaire? Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs organisent une confrontation entre les deux hommes. Face à son ami, Daniel arrive solide comme un roc, car il n'y a aucune preuve directe contre lui. Richard semble décontenancé. La pression monte sur Richard Liop et à pousser dans ses derniers retranchements, il finit par passer aux aveux, par passer à table. Richard Liop déclare « Oui, c'est vrai que j'ai participé à ces faits. » Donc, il reconnaît sa participation, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait à la demande de Daniel Malguir. Le propriétaire est acculé. Les aveux de son ami viennent corroborer les déclarations de Richard Bruno. Et pour les enquêteurs, Richard Liop leur paraît sincère. Et en fait, il s'effondre. Il pleure beaucoup. Et on sent tout de suite que ça le soulage. C'est-à-dire que c'est un moment qui est un moment très fort. On sent qu'il y a un poids qui lui est enlevé. Daniel Malguir, il est très étonné, évidemment, il est un peu révolté de la traîtrise de celui qu'il considère comme son meilleur ami. Et donc, il réagit, il le prend un peu à partie à l'issue, en lui disant « mais tu vas le regretter,
Il se lève pas en disant « mais je suis innocent, c'est monstrueux ce qui est en train de se passer, etc. » Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Daniel Malguir répond de façon très curieuse « vous ne trouverez jamais de preuves ». Et là, c'est une réponse qui est très très particulière. Richard Liop serait donc un simple intermédiaire entre Daniel Malguir et les exécutants. Les enquêteurs lui demandent pourquoi il a accepté de participer au coup. Selon lui, Daniel se plaignait sans cesse de sa vie de couple et il le suppliait de l'aider à se débarrasser de sa femme. Il lui disait « mais j'ai besoin de toi, tu es mon frère, il n'y a que toi qui peux me sortir de là, etc. » Isabelle Mimran, avocate de Richard Liop. Et Richard Liop, là, ce qu'il dit au juge d'instruction, c'est, mais à la demande de Daniel Malguir, j'ai participé à l'organisation de ces faits-là, ces faits qui avaient pour objet de terroriser Françoise, afin qu'elle prenne la décision de quitter les jardins. À ce stade-là, pour Daniel Malguir, on peut dire que la messe est dite parce que les accusations gravissimes que porte contre lui son soi-disant meilleur ami Richard Liop sonnent un petit peu le glas de sa ligne de défense. Richard Liop révèle qu'en échange de sa participation, Daniel lui avait promis de l'aider à rembourser ses dettes. À l'issue de ses aveux, il est mis en examen pour complicité de vol et participation à une association de malfaiteurs. Plus que jamais, Daniel apparaît comme le seul instigateur du coup monté. Mais les gendarmes sont loin d'imaginer que des révélations sont sur le point de redistribuer toutes les cartes. Et si finalement, Daniel était innocent? Avril 2018, 6 mois après le homejacking. Tous les acteurs du dossier sont en prison. Mais la police judiciaire de Nîmes, qui enquête dans le milieu du grand banditisme, alerte les gendarmes. Ils ont une information capitale à leur livrer. La police judiciaire rentre en contact avec la gendarmerie en expliquant qu'il y a un gang composé de 3 Grenoblois qui a été arrêté et dont le mode opératoire pourrait laisser à penser à celui employé à Servian chez les Malguir. Une semaine avant le cambriolage, ce gang grenoblois spécialisé dans le homejacking était pris en filature. La police les filmait et ils ont assisté à une scène qui fait froid dans le dos. Ces hommes vont être surpris en train de faire des repérages aux alentours des jardins de Servian. Jean-Marc Darrigade, avocat de Daniel Malguir. Et les enquêteurs, qui sont accompagnés d'un interprète en langue des signes, qui permet de lire sur les lèvres à distance, vont pouvoir être en mesure d'affirmer que ces hommes préparent un homejacking. Il est question d'agresser, d'armes, de mettre un chien dans un sac. Le gang est arrêté pour d'autres faits, mais la police fait le lien avec l'affaire Malguir. Ils interrogent les 3 malfaiteurs et leurs déclarations font basculer toute l'enquête. Ils vont dire, on a été effectivement mis sur ce coup-là par un homme qui s'appelle Richard Liop et qui nous a demandé d'agir vite parce que le mari, qui était un ami à lui, avait une maîtresse brésilienne et qu'il allait partir avec toutes ses économies à la fin de la saison, qui était proche, et partir à l'étranger pour vivre avec elle. Eux, ils diront que Richard Liop leur avait pas parlé de la complicité du propriétaire. Pour les gendarmes, c'est une révélation fracassante qui pourrait changer la donne. Richard Liop se retrouve de nouveau au centre de l'affaire. D'après les malfaiteurs, il serait même le seul instigateur. Mais l'homme ne leur inspirait pas confiance, alors ils ont refusé la mission. Ils refusent parce qu'ils le sentent pas. Ils refusent parce qu'ils sentent pas ça clair. Gaspard Quénan, avocat de Richard Bruno. Ils pensent qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas, qui est bizarre en tout cas. Ils se disent, cet homme-là, s'il est capable de trahir ses amis, il n'hésitera pas à nous trahir à nous si un jour il est placé en garde à vue. Les enquêteurs sont perplexes. Ils ne comprennent pas pourquoi Richard Liop n'a pas tenté de rassurer l'équipe de Grenoblois en leur précisant que le propriétaire était à l'origine du coup.
Il suffisait de leur dire que c'était un coup monté très facile pour leur faire accepter la mission. Ça jette un doute sur la complicité réelle du propriétaire. Avec ce nouveau rebondissement, la donne change. 2 hypothèses sont possibles. Daniel Malguir et Richard Liop peuvent être l'un comme l'autre à l'origine du coup. Alors, qui est le vrai commanditaire ? C'est tout l'enjeu du procès à venir. La Cour arrivera-t-elle à démêler le vrai du faux ? Daniel Malguir est jugé pour meurtre et pour l'organisation de son propre cambriolage. Richard Liop et Richard Bruno sont quant à eux renvoyés aux assises pour complicité de vol en bande organisée. Il y a tous les ingrédients. Il y a le propriétaire star de la télévision. Il y a son meilleur ami qui cherche peut-être à lui prendre son argent. Et on arrive avec une affaire qui est tentaculaire, qui est passionnante. Ça devient presque une fiction. Tout le monde veut voir les protagonistes, donc il y a une énorme pression autour de ce procès. 4 ans après le cambriolage sanglant au jardin Saint-Adrien, le procès tant attendu s'ouvre le 29 novembre 2021 à la cour d'assises de Montpellier. Toute la presse est au rendez-vous. Mais seuls 3 des accusés sont présents. Jean-Pierre Bruno ne sera pas jugé pour raison de santé. Richard Liop et Richard Bruno comparaissent libres. Daniel Malguir, qui clame son innocence, est en prison depuis presque 4 ans. Une injustice pour les proches qui le soutiennent. Lui est le seul à arriver avec les menottes et se retrouver dans le box. Aurélie Malguir, fille de Françoise et Daniel Malguir. Donc, moi, je suis sa fille. C'est très difficile d'avoir cette vision. J'ai l'impression, en fait, que le fait qu'il soit dans ce box, il est déjà condamné. Daniel se présente seul contre tous. Face à lui, Françoise, sa femme, la famille de David Viers, Richard Bruno et Richard Liop qui l'accusent d'être le commanditaire. Mais il maintient sa position. Il a agi par légitime défense. Et dès l'ouverture des débats, l'avocat de la défense attaque très fort. Il plaide l'acquittement et il va encore plus loin. Daniel, dit-il, est la victime d'un complot dirigé contre lui par Richard Liop. C'est là que le dossier devient vraiment intéressant. Parce qu'en fait, il y a 2 versions qui se tiennent, l'une comme l'autre. La première, c'est la version de Daniel Malguir. C'est qu'il a été doublé par son ami Richard Liop, qui était complètement fauché et jaloux de sa richesse. Il est criblé de dettes, il emprunte de l'argent à droite à gauche. François Barrère, reporter police-justice à Midi Libre. Il a des besoins auxquels il peut pas faire face, donc il a un vrai mobile financier potentiel. Et la connaissance qu'il avait de la crise du couple et du fait que dans ce couple-là, beaucoup d'argent existait, et donc ça lui donne un mobile parfait pour organiser son jacking. Pour moi, c'est Richard Liop qui est derrière tout ça, c'est sûr. Il s'est nourri de tous les confidences, que ce soit de mon père, de ma mère, de mon frère. Il avait cette confiance avec les uns et les autres. Mais pour l'avocate de Richard Liop, le mobile financier ne tient pas. Entre le fait d'avoir besoin d'argent et le fait d'être l'organisateur d'un homejacking, il y a de la marge. Isabelle Mimran, avocate de Richard Liop. Or, Richard Liop a toujours dit que lui, c'était simplement la promesse de Daniel Malguir de l'aider dans le redressement fiscal qui était le sien. Donc, il paraît totalement invraisemblable que pour obtenir 30 000 €, on monte à homejacking. Enfin, ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. Tous les autres avocats attaquent la défense de Daniel Malguir. Il est, selon eux, le seul commanditaire. Et ils en veulent pour preuve ses mensonges à propos de la scène de crime. Il y a eu un moment qui, pour moi, a été assez déterminant dans ce procès. C'est le moment où on a fait visionner la vidéo où il explique à l'attention de tous les Français ce qu'il faut faire pour se défendre quand on est cambriolé comme il l'a été. Gaspard Quénan, avocat de Richard Bruno. Quel intérêt il a à mentir
pour dire que tout le monde s'est retrouvé à l'étage et que sa femme était tenue en joue, ce qui est objectivement totalement faux. De plus, aucune arme n'a été retrouvée sous le corps de David Wiertz. Ce ne serait donc pas de la légitime défense, mais bien un meurtre. Pour les avocats des parties civiles, un autre témoin est au cœur de l'intrigue, le chien. Comment a-t-il bien pu disparaître pendant l'attaque ? On va finir par débattre, à non plus finir, du comportement du chien, savoir qu'est-ce qu'a fait ce chien, où est-ce qu'il était là, est-ce qu'il n'était pas là, quand est-ce qu'il disparaît, quand est-ce qu'il réapparaît. Et donc on en vient à ce que ce chien devienne presque le témoin impossible de toute cette affaire. Tous les témoins qui sont venus à la barre de la cour d'assises ont dit que c'était un chien agressif, ingérable, qui n'obéissait qu'à ses maîtres et qui n'aurait pas hésité à sauter ou à mordre sur la moindre personne extérieure à la maison qui n'aurait fait ne serait-ce que pénétrer dans l'enceinte des jardins. Le seul qui aurait pu contenir le chien, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. c'était Daniel Malguir, l'homme qui est dans le box des accusés. Alors, le chien pourrait-il faire condamner son maître ? Pour l'accusation, un ensemble d'indices accable Daniel Malguir. Et que penser de son mobile, terroriser sa femme pour refaire sa vie avec sa maîtresse dans son précieux jardin? Après 3 semaines d'audience, l'avocat général fait de lourdes réquisitions. Il demande 30 ans contre le propriétaire et 18 ans contre Richard Liop et Richard Bruno, considérés comme ses complices. Les jurés se retirent pour délibérer. L'enjeu est de taille. Si Daniel est reconnu coupable, il risque la peine maximale. Mais plusieurs scénarios sont possibles. Ce sera au jury de trancher. Depuis 3 semaines, on a l'impression d'une meute qui est jetée à ses trousses. Jean-Marc Darrigade, avocat de Daniel Malguir. Partie civile, défense des co-accusés sont presque dans le même combat contre lui. Moi, je défends un innocent et donc je demande à ce qu'il n'ait aucune peine. Daniel est innocent. Virginie, nièce de Françoise et Daniel Malguir. Il n'y a pas d'autre possibilité autre que l'acquittement. Les jurés semblent avoir du mal à se mettre d'accord. Après 11 heures de délibéré, enfin, le verdict tombe. Daniel est désigné comme le commanditaire du cambriolage et il est condamné pour meurtre à 18 ans de prison. Richard Liop écope d'une peine de 8 ans et Richard Bruno 7 ans pour complicité de vol en bande organisée. Aurélie, la fille de Daniel Malguir, est bouleversée. Verdict, 18 ans. Donc dur. Non, on reste confiant, on a fait appel, on reste confiant. Mais on continue à se battre pour prouver qu'il est innocent. Oui, c'est un choc. Voilà, c'est un choc. Votre mari, vous l'avez depuis 40 ans. Vous ne pensez pas qu'un jour, vous allez traverser ça. Françoise Malguir. Et je ne le souhaite à personne, parce que c'est quelque chose où on ne se remet jamais de ça. Ça a détruit une famille de 4 personnes. C'est-à-dire qu'on a un garçon, une fille, qui maintenant dans leur vie seront marqués pour toujours. Merci beaucoup. Merci. Daniel Malguir a fait appel de la décision. Il est donc toujours présumé innocent. En revanche, Richard Liop et Richard Bruno n'ont pas fait appel. Malgré ce verdict, une partie de la famille Malguir continue de soutenir Daniel. Ses proches sont convaincus qu'il est victime d'une terrible erreur judiciaire. Et ils espèrent bien le prouver lors du prochain procès. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.